Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Emma, c'est une société qui vend des matelas. D'ailleurs, MA, ça veut dire matelas amazing. Non, c'est faux, c'est pas MA, c'est pas les lettres MA, c'est Emma comme le prénom. D'ailleurs, ils vendent pas juste des matelas, hein, ils vendent aussi des lits, des oreillers, des accessoires de lit, enfin, genre à chaque personne sa manière propre de dormir. Et donc effectivement, pour chacun des produits Emma adaptés. Genre pour PH du Point Génius, il faut manifestement un protège-matelas pour protéger votre matelas des aléas de la vie. Ah ouais, donc cache les fions comme ça, c'est sans tour de chauffe ni rien. D'autant que, clairement, en vrai, les protège-matelas, c'est pas PH que ça concerne. Hein. C'est Sébastien, vous avez le droit. Stop! Perso, j'ai choisi le modèle hybride premium 2, 27 cm d'épaisseur. Même si c'est pas la taille qui compte, ok? 7 couches pour bien dormir, avec une couche de ressort, une couche d'aération, une couche pour rester au sec, et qui vous apporte un confort optimal quelle que soit la position dans laquelle vous dormez. Que vous dormiez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. Bon, en vrai, si vous dormez comme ça, venez pas chialer derrière que vous êtes éclaté au réveil. Hein. Bon, sinon, assez simplement, Emma, c'est 3 chiffres à retenir. 100, 10 et 1. 100 nuits pour tester votre matelas. 10 ans de garantie pour les matelas. Hein. Pour les oreillers, les accessoires, c'est 2 ans de garantie, par exemple. Et élu matelas numéro 1, un peu partout, en fait, par les consommateurs, par Que Choisir. 100 nuits pour tester votre matelas, ça veut dire que vous commandez votre matelas. La livraison est gratuite. Vous le recevez, vous l'installez, et si après 100 nuits, vous décidez que c'est pas pour vous, vous le renvoyez. Et alors juste, si jamais vous le renvoyez, filmez-vous quand vous repliez le matelas pour le faire tenir dans le carton. Et envoyez-moi la vidéo, on fera des vues, hein, c'est sûr. Ah, je déconne. En vrai, pour les lits et les matelas, si vous renvoyez, vous prenez contact avec Emma et eux, ils vont organiser. Ils vont faire venir quelqu'un pour aller le récupérer. Sinon, c'est injouable. Cela dit, si vous utilisez ce truc-là, quand les mecs viennent, si les mecs essayent de replier le matelas pour le faire rentrer dans un carton, filmez. Filmez, envoyez-moi. Je vous garantis qu'on peut faire des vues. Bon, moi, je vous parle des matelas parce qu'il se trouve que j'ai commandé un matelas, mais regardez les lits, les accessoires, tout ça. Hein. Par exemple, si vous voulez un truc stylé, optez pour la parure en satin. Alors, ça pète, hein. Par contre, ça glisse. Mais à chaque problème, sa solution. Prenez également la couverture lestée et hop, ça ne glisse plus. Ou alors tu prends ni la parure en satin, ni la couverture lestée, et puis ça glisse de toute façon pas, en fait. Mais tout à fait, monsieur, je vis à l'âge de pierre et j'ignore l'innovation en toutes circonstances. Hein? Perso, depuis que je dors sur ce matelas, je ne ronfle plus. Ma femme affirme que si, mais moi j'entends rien. Alors qui sait? C'est bientôt la rentrée, et donc il y a évidemment plein de promos sur le site, jusqu'à 50%, et on va être honnête, la literie, pour de la qualité, ça peut vite coûter cher, donc autant en profiter. Surtout que vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais, hein, donc allez checker ça en détail sur le site, le lien est dans la description. Et si vous utilisez en plus le code promo y penser, écrit exactement comme ça, vous avez 10% de réduction en plus sur les promotions, jusqu'au 29 septembre. 10% en plus. Jusqu'au 29 septembre. Après le 29 septembre... tant pis pour vous, en fait. Merci à Emma de m'avoir fait confiance, et comme ils le disent eux-mêmes, Emma, nous avons hâte de découvrir ton contenu. T'es con ou quoi? Ça, c'est pas du tout leur slogan, ça c'est la fin du brief qu'on a reçu. Ah merde! Mais du coup, c'est quoi leur slogan? Alors, j'en sais rien, mais par contre, c'est déjà super long, donc je sais pas, improvise un truc. Avec Emma, si vous ne dormez pas bien, à ce stade, franchement, c'est de votre faute, en fait. Le 29 décembre 1963, Bruce McAllister et Randy Gardner, qui sont deux lycéens de 17 ans, sont sur le point de se lancer dans une expérience qui va rester célèbre. En effet, ils ont besoin de présenter une expérience pour la foire des sciences de leur lycée. C'est un truc hyper courant aux États-Unis, à l'école. Ils font ça, voilà, vous avez déjà vu ça dans des dizaines de films. Les gamins qui font un volcan avec du bicarbonate de soude ou qui font un système solaire en papier mâché. Et nos deux glandus, parce que ce sont manifestement deux glandus, ils paniquent un peu parce que ils ont pas d'idée en fait à présenter. Jusqu'au moment où ils vont avoir une idée. Complètement con. Déterminer si le manque de sommeil permet de développer des capacités paranormales. Bon, très vite ils vont réaliser que c'est très con comme idée, parce que c'est très con comme idée, et ils décident finalement de s'en tenir à une version plus simple de cette expérience. Tenir éveillé le plus longtemps possible, et voir les effets que ça a sur les capacités physiques, cognitives, etc. Ils tirent à pile ou face et déterminent que c'est Randy qui restera éveillé, tandis que Bruce restera réveillé à le surveiller,
Oui, clairement, les deux, c'est pas des flèches, quoi. Et après 3 jours à lutter contre le sommeil, Bruce se réveillera finalement en train de prendre des notes directement sur le mur de la pièce où il est en train de surveiller Randy. Donc là, éclair de génie, ils se disent que ce serait bien d'être au moins 2 pour se relayer à surveiller Randy. Et font donc entrer un 3e gars dans l'histoire, un pote à eux qui s'appelle Joe Marciano. L'expérience se retrouve, me demandez pas pourquoi, relatée dans la presse locale, et William Dément, alors ça se prononce certainement Dement, mais comme ça s'écrit Dément, je vais le dire Dément, William Dément, qui est un chercheur sur le sommeil à l'université de Stanford, décide que c'est un sujet qui l'intéresse. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui a rassuré les parents de Randy, qui jusque-là, il fouettait un peu. Et oui, il fouettait parce qu'à l'époque, mine de rien, on ne sait pas véritablement l'effet que ça peut avoir sur la santé. Physique ou mentale, hein. On ne sait pas vraiment. Et notamment, à l'époque, on ne sait pas si, par exemple, on peut pas tout simplement en mourir. Il y a déjà eu des expériences avec des animaux où on les empêche de dormir et ils finissent par clamser. Mais déjà, d'une, on ne sait pas si ce qui les tue, c'est juste le manque de sommeil ou les conditions de l'expérience, d'une manière générale, et de 2, un humain, si vraiment il arrive au bout du bout, normalement, il s'endort, quoi. Voilà. À moins de le forcer à rester réveillé, quoi. C'est-à-dire que, donc, à moins de torturer un homme à mort, on ne sait pas. Mais donc, Gardner, maintenant, il est surveillé par 2 potes à lui et un chercheur. Et alors, autant on sent rapidement au niveau intellectuel qu'il en chie, autant physiquement ça va, mais en plus ça a même l'air d'aller mieux. C'est-à-dire typiquement il joue mieux au basket en n'ayant pas dormi depuis 5 jours, quoi. Bon, par contre on va être clair, c'est quand il ferme les yeux, il s'endort instant. Et c'est une absolue tannée de le garder éveillé, surtout la nuit. Si bien qu'il décide d'arrêter l'expérience après 264 heures et 24 minutes, soit précisément 11 jours et 24 minutes. Ce qui non seulement devient le nouveau record du monde en la matière, mais en plus, c'est la version la mieux documentée de cette expérience. Oui, parce que je vous en ai pas parlé, mais à ce moment-là, c'est le 3e sujet le plus discuté dans les médias aux États-Unis, après l'assassinat de Kennedy, qui date d'1 mois et demi, et la venue des Beatles aux États-Unis. À l'époque, les actus, c'était calme. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, la trend aux États-Unis, c'est assassinat de Kennedy, les Beatles, et Randy qui veut pas dormir. Un truc qui a été fait juste après cette expérience, et c'est très très bien parce que c'est précisément ça qui participe à en faire l'étude la mieux documentée sur le sujet, c'est qu'une fois l'expérience terminée, Randy est envoyé à l'hôpital naval pour monitorer son activité cérébrale pendant le temps où il récupère. Et alors, première nuit, boum, il dort 14 heures d'affilée, avec énormément de phases REM. On va en parler dans la vidéo, vous inquiétez pas. Puis en quelques jours à peine, il récupère un rythme normal et régulier de sommeil. Et puis après les vacances de Noël, il retourne à l'école à la rentrée, normal quoi. Voilà. Et donc cette expérience me fait me poser un paquet de questions. Pourquoi est-ce qu'on dort? Qu'est-ce qui se passe quand on dort? À quoi ça sert de dormir? Comment est-ce que notre corps et notre esprit sont affectés par notamment le manque de sommeil? Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, le sujet, c'est le sommeil. Pete Holmes, qui est un stand-upper américain, a un sketch sur le sommeil qui commence ainsi. Imaginez devoir expliquer à un extraterrestre ce que c'est que le sommeil. Vous vous allongez, vous perdez connaissance, et vous vous réveillez le lendemain et vous entamez une nouvelle journée. Ah, et comment est-ce qu'on fait pour s'endormir? Genre, est-ce qu'on a un interrupteur? Non. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'endormir? C'est très simple. En fait, vous vous allongez et vous faites semblant de dormir. Et à un moment donné, après avoir fait suffisamment longtemps semblant de dormir, ça y est, vous dormez. Ok, alors, pourquoi est-ce qu'on dort et à quoi ça sert de dormir? Alors, on n'a pas de réponse définitive à ces 2 questions, mais ce qui est absolument certain, c'est que les réponses à ces 2 questions sont liées. C'est-à-dire que si on sait à quoi ça sert de dormir, on saura pourquoi on dort, en fait. Intuitivement, on sait que dormir, ça permet
de reposer son corps, de se relâcher, de reprendre de l'énergie. Mais pour ça, en vrai, il n'y a pas besoin de dormir. Je veux dire, si vous vous installez confortablement dans un canapé, pendant plusieurs heures sans rien faire, votre corps, il est relâché et vous reprenez vos forces. Hein. Ok, alors on se dit que c'est pas que le corps qui a aussi besoin de reposer le cerveau, parce qu'après tout, je veux dire, même quand on est assis dans un canapé à rien faire, le cerveau, il mouline quand même. Oui, au moins un peu. Et ça, concernant cette hypothèse, l'avantage, c'est que c'est hyper facile à vérifier. Il suffit de monitorer l'activité cérébrale d'une personne qui dort et de constater que le cerveau, il est complètement à l'arrêt ou au repos, enfin bref, qu'en tout cas, que l'activité est suffisamment moindre pour laisser le cerveau se reposer. Et du coup, est-ce le cas? On peut décomposer le sommeil en 4 phases distinctes. Alors, pour certains, c'est 5, ça dépend un peu de comment on compte, mais dites-vous simplement que pour ceux qui disent qu'il y a 5 phases du sommeil, pour eux, les phases 4 et 5, c'est pour nous la phase 4. Tout d'abord, phase 1, l'endormissement. Alors on l'a dit, l'endormissement, c'est la phase où on fait semblant de dormir en attendant de s'endormir. C'est une phase qui, généralement et normalement, dure entre 5 et 10 minutes. À noter, les humains sont les seuls mammifères à reporter volontairement, à décaler volontairement leur endormissement. Mettons là, il est 23h, vous êtes éclaté, mais vous avez envie de mater cette vidéo jusqu'au bout, vous vous dites « les couilles, je me coucherai quand ce sera terminé ». On est les seuls, voilà. Il n'y a pas un chien, un chat ou un cheval qui se dit « Tiens, je suis fatigué, mais je vais attendre encore 1 heure avant de dormir ». D'ailleurs, si je veux être parfaitement honnête, j'ai été très surpris d'apprendre ça. Parce que ça me semble tout à fait contre-intuitif de point de vue évolution, d'imaginer que les mammifères, spontanément, quand ils ressentent le besoin de s'endormir, ils se couchent et ils s'endorment. C'est-à-dire que quand vous pouvez être chassé par un prédateur, c'est pas nécessairement la chose la plus sereine à faire. Alors après, il y a sans doute plein de variables qui rentrent en jeu. Je veux dire, ils vivent en groupe, ou ils ont un sommeil très léger, ou je ne sais quoi. Oui, voilà, il y a sans doute plein de stratégies pour éviter de se faire bouffer chaque fois qu'on tape un somme. Bref, ça c'est l'endormissement. On ferme les yeux, on se détend, on relâche son corps, on fait le vide, et on attend que ça vienne. En gros, on dérive. Et plus on est éclaté, plus ça va aller vite, et moins on a besoin activement de se détendre et de se relâcher, tout ça. Moi j'en connais, quand ils sont fracassés, ils peuvent s'endormir sur un tabouret. Et donc après l'endormissement, il y a la phase 2, la phase de sommeil léger. Et c'est à partir de maintenant qu'on commence à rigoler. Avec le sommeil léger, qui est donc la phase 2, celle qui suit l'endormissement, mais pas seulement, on va y venir, on constate une baisse de l'activité cérébrale. Ce qui est plutôt bon signe pour notre hypothèse, qui est que le cerveau se repose. Alors, oui, mais en fait, non. Mais d'abord, pour comprendre ça, il faut comprendre un truc sur l'activité cérébrale. Donc il va falloir qu'on prenne 1 minute pour parler du rythme cérébral. L'activité cérébrale, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, à part Yann, oui, c'est une activité électrique, un paquet d'impulsions électriques qui circulent entre les neurones. Et cette activité se mesure en amplitude et en fréquence. L'amplitude, en l'occurrence, c'est simple, c'est les volts. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt les microvolts. Et la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. En d'autres termes, c'est le nombre d'impulsions électriques par seconde. Et cette information va être cruciale pour la suite. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais pas juste une parenthèse, mais une partie à part entière. Vous avez peut-être déjà entendu, dans un film, une émission, quoi que ce soit, parler au niveau du cerveau des ondes alpha, des ondes delta, etc. C'est de ça dont on parle. On détaille? Les ondes alpha, oui, on les fait dans l'ordre. Les ondes alpha, ça correspond à une fréquence entre 8 et 12 Hz. Donc entre 8 et 12 impulsions par seconde. Et chez un humain random, ça correspond à un état éveillé, calme, généralement les yeux fermés. Alpha égale calme, voilà, on va le retenir comme ça. Alpha, c'est plus ou moins, si vous voulez, notre état de base. Les ondes bêta, au-dessus de 12 Hz, mais en dessous de 35 Hz, c'est notre état quotidien quand on est éveillé, qu'on est actif, on marche, on discute avec des gens, on bosse, voilà. C'est le quotidien. En gros, plus on va être calme, plus on va être proche des 12 Hz, et plus on va être attentif ou concentré, voire même stressé, et plus on va aller tendre vers les 35 Hz. Les ondes gamma, c'est au-dessus de 35 Hz. Et a priori, un humain ne dépasse pas les 80 Hz. Et alors clairement, les ondes gamma, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, c'est Magnus Carlsen
qui fait une partie d'échecs super énervée, ou un astrophysicien qui résout une équation différentielle super velue, PH qui essaye de comprendre le fonctionnement d'un logiciel Adobe. Bref, les ondes gamma, c'est vraiment la plus haute activité cérébrale qu'un humain peut avoir. Tiens, bah justement, je me demande là, du coup, les hyperactifs, ils seraient pas bourrés d'ondes gamma? Alors, je réponds à ça quand on aura fait le tour des ondes, mais pas du tout, en fait. Du tout. Attends, mais on n'a pas fait le tour, on a dit qu'il y avait rien de plus haut, là, non? Si, mais on peut aller plus bas que les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est donc entre 8 et 12 Hz. Eh ben, les ondes θ, c'est entre 4 et 8 Hz. Soit moitié moins que les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est déjà quand on est calme, les yeux fermés, et qu'il se passe rien. Et du coup, ça correspond à quoi comme activité, les ondes θ? Pour l'instant, on va simplement dire que les ondes θ, c'est quand on est méditatif, ou hypnotisé, ou somnolent. Ce genre d'état. Genre l'endormissement, c'est les ondes θ. L'endormissement passe par les ondes θ, oui. Et pourquoi tu dis qu'on va simplement en rester là pour l'instant? Parce qu'il se passe d'autres choses avec les ondes θ et ça, on en parle plus tard. Tu prends des notes sur tous les trucs dont il faut qu'on parle plus tard, parce que je te rappelle qu'avant le générique, t'as déjà parlé de l'histoire de Randy machin, et t'as dit qu'à sa première nuit de sommeil, oui, il a eu plein de REM, et oui, j'ai dit qu'on en parlerait plus tard, et t'inquiète, j'ai pas oublié, et oui, on en parlera. Ok, donc sous les ondes alpha, il y a les ondes θ, et ça y est, c'est bon, on a fait le tour? Presque. Il y a encore les ondes delta. Les ondes delta, c'est entre 1 et 4 Hz. Là, c'est vraiment l'activité la plus lente qu'on ait, c'est quand on dort profondément. C'est ça qu'on appelle le sommeil profond? Sois gentil de ne pas aller plus vite que la musique. Mais oui, c'est ça. Ok, donc, je résume. Non, je résume, t'es gentil. De 1 à 4 Hz, on a les ondes delta. Le cerveau est quasiment éteint, on dort profondément. De 4 à 8 Hz, les ondes θ. On est dans un état, on va dire, somnolent. De 8 à 12 Hz, c'est les ondes alpha. On est calme, éveillé, mais les yeux fermés, il ne se passe rien. De 12 à environ 35 Hz, les ondes bêta. Là, c'est votre quotidien, mon quotidien, c'est moi maintenant, hein, voilà, et sans doute vous maintenant aussi. Et au-delà de 35 Hz, mais vraisemblablement en dessous de 80, parce qu'on n'a jamais rien détecté de au-delà, c'est les ondes gamma, une activité ultra vénère de gens qui se fument le cerveau. Ah, et n'oublie pas que tu dois parler des hyperactifs. Bah, les hyperactifs, c'est pas des ondes gamma. Les hyperactifs, c'est une prédominance des ondes θ et une déficience des ondes bêta. Et du coup, c'est ça qui explique qu'ils... Je te coupe immédiatement parce que c'est absolument pas le sujet de cet épisode, donc j'ai pas creusé la question. Ce qui fait que je ne sais pas ce qui est la cause ou la conséquence de quoi. Mais, très manifestement, oui, c'est lié d'une manière ou d'une autre à la difficulté d'attention, de concentration, etc. Et donc, maintenant que ceci est clair, on peut retourner au sommeil. On en était où? On était à la phase 2 du sommeil, donc le sommeil léger, et on était justement sur le point de dire comment ça se manifestait du point de vue de l'activité cérébrale. Ok, bon déjà, le sommeil léger, c'est une phase qui dure généralement entre 10 et 20 minutes. Et durant cette phase, oui, l'activité cérébrale diminue, mais en réalité, pas tant que ça. En gros, durant cette phase, notre cerveau, il est quelque part entre les ondes alpha et les ondes θ. Ce qui fait d'ailleurs qu'il est particulièrement facile de nous réveiller pendant cette phase. Mais donc là, le cerveau, il tourne quasiment comme si on était réveillé. Alors, un petit peu moins, mais oui. Et on sait ce qu'il fait pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, il effectue une sauvegarde. Attends, quoi? Il traite les différentes informations stockées pendant la journée, et c'est notamment à ce moment-là qu'il choisit de quelle information va être stockée dans la mémoire à long terme, ou va être tout simplement oubliée. Attends. Comment ça, il choisit? Alors... Ouais, non, là, c'est trop important. Il faut qu'on prenne le temps. Parenthèse? Non, c'est trop important pour une parenthèse. Là, il faut qu'on parle de la mémoire et de l'étiquetage synaptique. Bon, je vais pas vous refaire un topo complet sur la mémoire. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Épisode sur les trucs que votre cerveau sait faire sans y penser. Épisode sur les faux souvenirs. Épisode sur... Ouais, voilà. Donc, on va simplement résumer le truc. En gros, quand il vous arrive un truc, voilà, vous entendez, vous voyez, bref, vous percevez quelque chose, c'est enregistré dans votre mémoire à court terme. Et vous vous rappelez, hein, la mémoire à court terme, eh ben, c'est court comme terme. Ça va de quelques dizaines de secondes à quelques minutes. La mémoire à court terme, c'est un peu comme la mémoire vive de votre ordinateur. C'est-à-dire, si vous lancez maintenant Word sur votre ordinateur et que vous commencez à taper un document, Word, il est dans votre mémoire vive et votre document est dans votre mémoire vive. Et comme la mémoire vive ne fonctionne que
tant que l'ordinateur est allumé, si vous ne sauvegardez pas votre document et que vous éteignez votre ordinateur, eh ben vous perdez les informations de votre document. Oui, parce que la mémoire vive, si vous voulez, c'est une mémoire qui est hyper intéressante parce qu'elle est hyper rapide d'accès. Mais elle est limitée dans son stockage. Et donc, quand vous voulez stocker des informations, vous les enregistrez sur votre disque dur, qui lui stocke les informations, y compris quand l'ordinateur est éteint. Ça, c'est votre mémoire à long terme. Et cette mémoire est beaucoup plus lente, mais alors vraiment beaucoup plus lente d'accès que la mémoire vive, mais vous en avez potentiellement infiniment plus. Et donc, pendant la journée, il vous arrive des trucs, ça va dans la mémoire à court terme, et puis après quelques minutes, ça sort de la mémoire à court terme, et vous les avez oubliés. Voilà, et vous faites ça pendant toute la journée. Alors, ça sort pas nécessairement de votre mémoire à court terme, c'est plutôt que c'est remplacé par de nouvelles informations. Enfin bref, si vous voulez, c'est un état qui est pas sécure. C'est-à-dire que ça peut rester quelque part dans votre mémoire, vous savez pas trop où, mais en gros, s'il se passe rien, ça va finir par être dégagé. Et donc, pendant le sommeil léger, votre cerveau va aller chercher parmi ces informations stockées pendant la journée, celles qu'il est nécessaire de stocker dans la mémoire à long terme. Et il y a deux choses importantes à retenir ici. Premièrement, et c'est pas la première fois que je le dis, ben vous ne décidez pas de ce qui se passe pendant votre journée et que vous allez stocker même dans votre mémoire à court terme. C'est pas vous qui choisissez. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que vous allez stocker des informations qui pourraient, si on vous les donnait comme ça, vous sembler parfaitement aléatoires, et oublier des trucs dont vous auriez parié qu'ils étaient importants. Votre cerveau fait ça tout seul, mais il fait ça tout seul mécaniquement, chimiquement, en fonction de votre expérience de vie, de votre vécu, de ce qui vous arrive, enfin, en fonction de vous, en fait. Et il y a une étude publiée en 2014 par Nature, le lien est dans la description, qui montre spécifiquement que ce stockage n'est non seulement pas aléatoire, mais en plus que même l'allocation de mémoire sur des neurones spécifiques et sur des synapses spécifiques n'est pas non plus aléatoire. Mais attendez, c'est pas tout. Le deuxième truc important, c'est donc que pendant votre phase de sommeil léger, votre cerveau va décider tout seul de quelle information mérite d'être stockée dans votre mémoire à long terme. Et comment est-ce qu'il fait ça? L'étiquetage synaptique. Alors, c'est un mécanisme ultra complexe qu'on ne comprend pas encore complètement, mais il y a une étude de 2010 publiée dans Nature, lien dans la description, qui montre que lorsque le cerveau encode de nouvelles informations dans la mémoire à court terme, donc de façon pas du tout aléatoire, hein, je le rappelle, il va profiter ou non de la plasticité du synapse pour lui adjoindre, disons simplement une protéine, plus compliqué, mais il va lui adjoindre une protéine, voilà. Nous, on va simplement appeler ça un tag, une étiquette. Et donc, pendant votre phase de sommeil léger, le cerveau, il va dérouler les informations stockées dans la journée, et il va stocker en priorité dans la mémoire à long terme les informations qui sont ainsi taguées. Et dans quel ordre est-ce qu'il traite les informations taguées? Et il dit, ben, je ne sais pas. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Quoi? T'as pas dit que la mémoire à court terme, ça durait genre, je sais pas, 30 secondes, 1 minute? Si, mais alors justement, entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, il y a un genre d'entre-deux, en fait. Alors, c'est pas vraiment un entre-deux, hein, mais c'est juste des informations qui sont plus immédiatement disponibles dans la mémoire à court terme, mais qui n'ont pas été vraiment encodées formellement dans la mémoire à long terme. Mais clairement, ce sont des informations qui disparaissent après 1 ou 2 nuits, si le cerveau a décidé de pas les stocker, quoi. D'accord. Et donc, si je veux résumer, pour en revenir à notre phase 2 du sommeil léger, le cerveau fait le tri entre ce qu'il souhaite conserver et ce dont il se bat les bonnes couilles, étant entendu évidemment que le cerveau ne souhaite rien à proprement parler, hein, ce sont des mécanismes mécaniques et chimiques et électriques, tout comme le cerveau ne dispose pas de couilles dont il peut se battre, qu'elles soient bonnes ou non. Et alors pour ça, le cortex cérébral est stimulé. Et donc on l'a dit, ça dure entre 10 et 20 minutes. Et c'est ça, le sommeil léger. Et 10 à 20 minutes, ça suffit. Alors, non, et on va le voir. Mais tout d'abord, la phase 3, le sommeil profond. Bon, là, comme son nom l'indique, on est out. La température interne du corps baisse, le cerveau tourne au ralenti. C'est principalement des ondes delta, et on n'a absolument plus aucune conscience de notre environnement extérieur. Réveiller quelqu'un qui est dans un sommeil profond, c'est compliqué. Et c'est durant cette phase que le corps va le plus se reposer. Le cerveau fait un ménage physiologique, notamment en sécrétant des hormones de croissance qui sont nécessaires pour la maintenance
des os, des tissus, des muscles, enfin des cellules, de manière générale. Mais le cerveau va également faire monter le taux de mélatonine jusqu'à environ 2 heures du matin. Oui, alors ça c'est important et on en parle après, hein, vous inquiétez pas, mais pour l'instant juste retenez ça, mettez ça dans un coin de votre tête, que votre cerveau fonctionne avec des horaires. Qui s'en bat les bonnes couilles de savoir si vous voulez taper une nuit blanche ou une grasse mat. Et la mélatonine, en gros, c'est une hormone qui vous dit qu'il est temps d'aller dormir. Voilà, c'est une hormone qui vous donne envie de dormir. Et d'ailleurs, dans le même temps, votre cerveau réduit votre dose de cortisol. Et cortisol, en gros, c'est un peu l'inverse de la mélatonine. Cortisol qu'on appelle également hormone de stress. C'est cette hormone qui vous tient éveillé, actif, concentré. Voilà. Et sa concentration maximale dans le corps humain, bah, c'est le matin. C'est pour ça que généralement c'est le matin qu'on est le plus frais. Et alors évidemment, hein, le corps humain c'est un truc complexe, il n'y a pas que ces 3 hormones, hein. Il y a aussi la sérotonine, bref, moi j'ai décidé de me concentrer sur les 3 qui comptent le plus au sujet de ce dont on est en train de parler. Donc, tout ça pour dire que le cerveau fait un nettoyage physiologique du corps en l'aidant à s'endormir tout en favorisant l'entretien cellulaire. En gros. Mais également, le sommeil profond sert à préparer les circuits cérébraux à de nouveaux encodages et à consolider la mémoire déclarative. Donc, le sommeil profond participe également à l'enregistrement de données. Et donc, je l'ai dit, la phase 3 sert à préparer de nouveaux encodages, et donc après la phase 3, qu'est-ce qu'on a ? La phase 4. Alors, non seulement c'était une réponse un peu con, mais perdue en fait. Après la phase 3, on repasse en phase 2. Hein. Après sommeil profond, on repasse en sommeil léger. On a préparé les circuits à de nouveaux encodages, et hop, on repasse en sommeil léger, pour effectuer ces encodages. Donc si je résume, le sommeil c'est phase 1, 2, 3, puis 2. Exactement. Et combien de temps ça dure la phase 3, le sommeil profond ? Une trentaine de minutes. C'est tout ? C'est tout. Attends, parce que là il y a un truc que je comprends pas. Donc l'endormissement on a dit c'est 5 à 10 minutes. Mettons 10. Sommeil léger, 10 à 20 minutes. Mettons 20. Ensuite, sommeil profond, une trentaine de minutes. À nouveau, sommeil léger, à nouveau, mettons 20 minutes. Donc là, on est à 10, 20, 30, 20. Quand on a 80 minutes à peu près. Grand max, mais ouais, à peu près. Donc les phases 1, 2, 3, 2, ça fait 1h20. En vrai, un peu moins, mais ouais, en gros, ouais. Et il reste juste une phase, c'est ça ? Ouais. Mais du coup, si je fais une nuit de 8 heures, ça veut dire que je tape 6h30 de phase 4 ? Non. La phase 4 dure à peu près une trentaine de minutes également. Mais dans ce cas, comment je permets ? Laissez-moi d'abord vous présenter la phase 4 et après, on en vient à comment se passe une nuit de sommeil. La phase 4, ou sommeil paradoxal, c'est la phase du sommeil où le cerveau nous soumet tout un tas de paradoxes. Le paradoxe du barbier, le paradoxe de Xénon, le paradoxe de... Non. Le sommeil paradoxal doit en réalité son nom au fait que le corps n'a plus du tout l'air en sommeil durant cette phase de sommeil. La température interne du corps a beau être au plus bas, le rythme cardiaque augmente, l'activité cérébrale augmente. Genre, là, on est principalement sur des ondes θ, et c'est durant cette phase de sommeil que, d'une part, on rêve, et que, d'autre part, on régule nos humeurs et nos émotions. Et donc là, on a toutes les phases du sommeil. Oui, voilà, en gros, on a nos phases du sommeil. Hein ? Endormissement, sommeil léger, sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal. Et le tout dure à peu près 1h30 en moyenne. Et le reste de la nuit, donc... Quoi ? Bah, je sais pas, mais là, tu viens de décrire 1h30 à peut-être 2 heures de sommeil. Et donc, quand je dors pendant 8 heures, il se passe quoi ? Ah, mais ça... Non, en fait, on n'a pas décrit le sommeil, là. On a décrit un cycle du sommeil. De quoi ? Ouais, pardon, je me rends compte que c'était pas clair. En fait, une fois passé l'endormissement, les phases 2, 3, 2, 4, donc léger, profond, léger, paradoxal, c'est un cycle de sommeil qui va se répéter plusieurs fois par nuit, jusqu'au réveil. En gros, 3 à 5 fois, ça dépend de combien de temps on dort, ça dépend de si on est réveillé par un réveil ou si on se réveille naturellement, ça dépend de plein de trucs. Et donc à chaque fois, c'est le même cycle, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4... 2, 3... Alors oui, mais pas tout à fait. Oui, on a toujours effectivement le même cycle, léger, profond, léger, paradoxal, léger, profond, léger, paradoxal, mais à chaque cycle, la durée du sommeil profond devient de plus en plus courte, tandis que les phases de sommeil léger et paradoxal deviennent de plus en plus longues. Alors pour être parfaitement précis, c'est la première phase de sommeil léger du cycle qui se rallonge, celle qui précède le sommeil profond.
celle qui est juste avant le sommeil paradoxal, elle se rallonge pas particulièrement. Et on sait pourquoi ça fait ça? A priori, c'est une histoire de priorité. C'est-à-dire que sur les premiers cycles de sommeil, il faut reposer la physiologie. Il faut que le corps tienne la route. Et c'est une fois ce travail assuré que le cerveau peut prendre plus de temps pour s'occuper de consolider la mémoire. D'accord, donc les micro-siestes, ça sert à rien en fait. Alors, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si, les micro-siestes, ça peut totalement servir. C'est ultra réparateur pour le corps. Mais ça ne sert effectivement pas à grand-chose pour la mémoire. Cela étant, si vous faites que des micro-siestes et pas du tout de sommeil, là c'est pas bon. Alors, ok, mais tout ça me semble tout de même très inefficace. Comment ça? Je veux dire, un humain normal, il se retrouve à passer un tiers de sa vie à dormir. En termes de rendement, c'est pas ouf, si? Alors, en vrai, c'est lié évidemment à notre évolution et assez directement à notre environnement. Comment ça? C'est-à-dire qu'on vit sur une planète où les jours font 24 heures, et où, globalement, ça dépend de la latitude, de la période de l'année, me faites pas chier, mais globalement, il y a un bon tiers du jour, c'est la nuit. Ouais, il me semble en vrai que si on veut être complet, là on va pas y couper, il faut qu'on parle un petit peu du cycle circadien quand même, parce que c'est vachement lié, je trouve. Le cycle circadien, pour le dire simplement, c'est notre horloge biologique quotidienne. C'est tout ce qui, dans notre organisme, est lié à la notion de cycle jour-nuit. Oui, parce que évidemment, on a évolué pendant des millions d'années sur une planète où les jours font 24 heures, et où une partie de ces 24 heures, c'est la nuit. Et donc, assez naturellement, l'animal que nous étions il y a des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, c'était un animal qui chassait et qui cueillait le jour, qui pionçait la nuit. Mais on va pas rentrer spécifiquement dans cette partie du sujet, d'abord parce qu'il y a plein d'animaux qui chassent la nuit, et puis parce qu'on n'a pas du tout potassé le côté évolution du truc. Donc on va se concentrer sur ce qu'on a préparé. Merci. D'accord, mais alors, petit disclaimer. Ce que je vais dire, c'est très général. Et il faut bien comprendre, parce que parfois je vais donner des infos qui vont vous sembler super précises, mais ce sont des grandes généralités et des moyennes. Globalement, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous besoin de 8 heures pour dormir, il y en a, ils sont frais après 4 heures, et il y en a, s'ils n'ont pas leurs 8 heures de sommeil, ils sont éclatés pendant toute la semaine. Et donc, ce que je vais dire, c'est une moyenne, c'est un truc général, donc je n'ai pas m'emmerder dans les commentaires en me disant « Oui, t'as dit qu'il se passait ça à 6h40, alors que chez moi, il se passe pas du tout ça, ta gueule !» Et donc, le cycle circadien, ça ressemble globalement à ça. À 21h, le corps sécrète de la mélatonine. C'est elle qui va vous dire que... voilà, fatigué, on aimerait bien dormir. Vers 22h30, l'activité de votre intestin va s'interrompre. C'est la raison pour laquelle il est globalement déconseillé de bouffer après 22h. Simplement parce que votre corps n'a pas envie de digérer pendant la nuit. Foutez-lui la paix. À 2h du matin, en théorie, c'est l'heure à laquelle vous dormez le plus profondément. C'est à ce moment de la nuit qu'il est le plus difficile de vous réveiller. C'est d'ailleurs, on l'a dit, vers 2h du matin que votre taux de mélatonine est au plus haut. Et en imaginant que vous vous couchez vers 22h et que vous vous réveillez vers 6h du matin, soit une nuit de 8 heures, et pile poil au milieu, vous avez quoi? Vous avez 2h du matin. Ces trucs-là sont pas magiques, hein. Vers 4h30 du matin, c'est l'heure à laquelle votre température interne corporelle est la plus basse. 6h45 du matin, c'est le moment de la plus forte hausse de pression sanguine. Attention, c'est pas là que votre pression sanguine est la plus haute. C'est là que la hausse est la plus grande. 7h30, votre corps arrête de sécréter de la mélatonine. C'est logique, c'est le matin. 8h30, votre corps vous propose d'aller chier. 8h30, boum, pêche. 9h du matin, votre taux de testostérone est à son maximum de la journée. 10h du matin, vous êtes à votre état d'éveil maximal. Et en même temps, vous êtes pile à l'opposé du moment où votre corps vous dit de dormir. Donc c'est logique, j'ai envie de dire. Alors les deux suivants, je vous les balance, mais je trouve ça absolument spécifique et je comprends pas trop. Voilà, mais 14h30, c'est l'heure à laquelle vous avez la meilleure coordination. Voilà. Donc si vous voulez faire des trucs chelous avec vos doigts, si vous voulez faire vos gammes, c'est 14h30. Voilà. 15h30, la meilleure vitesse de réaction. Voilà. Si vous voulez faire des trucs de réflexe, c'est 15h30. 17h, la meilleure efficacité musculaire et cardiovasculaire. 18h30, votre pression sanguine est à son maximum, c'est là qu'elle est à son maximum.
19h, la température de votre corps est à son maximum et à 21h, à nouveau, sécrétion de mélatonine et vous repartez pour un nouveau cycle. Et alors le truc qui est marrant, c'est que en gros, on suit tous plus ou moins précisément cette succession d'événements physiologiques. Mais là où on sait qu'on n'est pas tous égaux, c'est quand on voit les expériences dites hors du temps. Le 17 juillet 1962, Michel Siffre installe sa tente à 100 mètres de profondeur dans le gouffre de Scarasson, dans le relief entre la France et l'Italie. Il va y rester claustré 2 mois, sans horloge, sans lumière du jour, sans qu'on lui dise quelle heure il est ou quoi ou qu'est-ce. Et par radio, il va simplement prévenir l'extérieur de quand il va se coucher et de quand il se réveille. Le but de l'opération est justement de déterminer de quelle façon va évoluer le cycle circadien lorsqu'on est d'une part coupé de l'environnement des humains et d'autre part coupé du cycle naturel jour-nuit de la planète sur laquelle on vit. Bon, déjà, et c'est un fait notable, on peut noter un truc, le mec s'est méga fait chier. 2 mois seul, coupé du monde, à rien branler, c'est méga chiant. Je le précise parce que c'est évidemment quelque chose qui a un impact sur la santé, sur l'humeur, ainsi que sur la perception qu'on a du temps qui passe. C'est-à-dire que lorsqu'il est sorti de sa grotte le 14 septembre, il pensait qu'on était le 20 août. C'est-à-dire que le mec s'est quasiment décalé d'1 mois en 2 mois. Et son horloge biologique, elle, s'est mise à fonctionner avec un rythme de 24h30 au lieu de 24h. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, chaque jour, il se décalait d'une demi-heure. C'est comme ça qu'à la fin, il prenait son petit déjeuner en réalité à 19h. Et donc vous allez me dire, 24h30 au lieu de 24h, c'est pas ouf comme décalage. Mais ça, c'était juste une expérience. Et en 1964, Michel Siffre envoie un de ses amis, Antoine Sény, 122 jours dans une grotte, pareil, la même chose. Et ce gars-là va se retrouver avec des cycles de 48 heures. Des journées de 2 jours. Mais attention, son sommeil également était doublé. Signe que, a priori, pioncer 1/3 du temps, ça a l'air d'être la norme, en fait, pour les humains. Et avec les expériences similaires qui se sont succédées au cours du temps, on a pu constater qu'on n'est pas tous égaux déjà. Pour la plupart des gens, un jour, ça tourne toujours autour de 24 heures, 24h30, 25 heures. Mais pour d'autres, ça peut être 36, 39 heures, 45 heures, etc. Je l'ai dit, on va quand même être honnête, c'est-à-dire qu'on a vu personne qui d'un coup s'est mis à avoir des cycles de 20 minutes ou des cycles de 6 semaines. Alors peut-être évidemment qu'ils ont passé des siècles ou des millénaires hors du cycle jour-nuit de la Terre, on pourrait se débarrasser de ce cycle-là, mais sinon, globalement, les humains ont un cycle d'1 jour par jour, et globalement ont besoin d'1/3 du temps pour dormir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien lui mettre un pouce comme ça. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Moi, je vous déconseille de le faire parce que c'est mauvais pour la santé. N'hésitez pas évidemment à commenter cet épisode, à le partager, c'est très important. Pensez bien à vous abonner ou à vous réabonner si vous avez été désabonné. Activez la cloche, tout ça, si vous voulez pas louper les vidéos qui viennent. Parce que c'est à ça que ça sert la cloche. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.